L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphren. C'est le salon du Made in France. Ce week-end se tient MIF Expo. 1000 exposants, près de 100 000 visiteurs attendus pour mettre à l'honneur les productions françaises. Un salon qui se confronte à une actualité marquée par les plans sociaux. 2400 emplois menacés chez Auchan, 1200 chez Michelin qui annonce la fermeture de ses usines de Vannes et de Cholet. Notre invité, Louis, incarne à lui seul le Made in France. Après avoir été ministre du redressement productif, on s'en souvient, il est maintenant entrepreneur dans le miel, les glaces ou encore les amandes. Made in France, évidemment. Et bien sûr, c'est Arnaud Montebourg, quand même, peut-on le présenter, Pierre-Hugues Dubois. Et Arnaud Montebourg est-il encore un homme politique ? C'est la question qu'on peut peut-être lui poser. A-t-il encore un destin politique ? Le veut-il ? Le souhaite-t-il ? Dans quelle mesure, aujourd'hui, il n'est pas exclusivement sur le terrain de l'économie ? Et dans quelle mesure cette économie n'est pas éminemment politique ? L'élection de Donald Trump nous invite peut-être à un protectionnisme intelligent, à remettre en cause un certain nombre de fondamentaux. C'est ce qu'on va essayer de voir avec lui aussi. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour, et merci de votre invitation. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de revenir sur l'actualité française, on parlait des plans sociaux, on va y venir. Évidemment, vous faire réagir sur l'actualité américaine. En un mot, la réélection de Donald Trump, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie européenne. Je ne sais pas, je pense que de toute façon, c'est pas à nous de le dire ou de le décider. C'est aux Américains de choisir leur président, ils l'ont fait. Donc à nous maintenant de mesurer. Je vois deux conséquences. D'abord, la poursuite du mouvement de rétrécissement du monde, qui était finalement la fin de la mondialisation qu'il avait lui-même commencé à engager par la remontée des droits de douane. On commande souvent la question des droits de douane comme étant un drame. Je rappelle qu'avant les accords de Marrakech, 1994, qui ont fait naître l'Organisation mondiale du commerce actuelle et la mondialisation actuelle, qui est une créature politique, qui n'est pas une sorte d'autogénèse, si je peux employer ici ce type de mot, d'autogénèse économique. C'est une créature politique qui a été inventée. On a décidé partout dans le monde de façon multilatérale de baisser les droits de douane. On va retrouver un niveau de droits de douane élevé. Ça veut dire que les prix mondiaux vont être de moins en moins le référentiel, mais les prix locaux, c'est-à-dire en rapport avec les capacités de production de chaque nation, des besoins exprimés par la population, vont déterminer en quelque sorte les niveaux de l'économie. Ce qui est contradictoire avec la lutte contre l'inflation. L'inflation est un phénomène conjoncturel. La structuration de l'économie, c'est la structure, c'est tout autre chose. Vous pouvez considérer que parce que vous avez besoin de médicaments, que vous ne voulez pas dépendre des autres, il y a 400 médicaments aujourd'hui qui sont en quasi-rupture de stock. C'est-à-dire que nous dépendons de l'étranger pour notre santé. Donc, d'ailleurs, ça s'est vu pendant le Covid avec l'affaire assez banale du paracétamol, mais enfin, c'est ce qui permettait de lutter contre la douleur quand on était infecté du Covid. Mais il y a 400 médicaments, et y compris des médicaments très critiques, qui servent par exemple aux opérations chirurgicales. Vous avez aujourd'hui des Français qui voient on leur dit pas, mais qui voient leurs opérations reportées parce qu'il n'y a pas la disponibilité de ces médicaments. Donc, la question de la disponibilité, c'est un choix de souveraineté qui rend le prix finalement comme une question accessoire. Donc et la nourriture, les matériaux de base, la santé, la mobilité, tout ça, on a intérêt à les maîtriser. Donc c'est pour ça qu'on est dans un mouvement naturel et structurel de relocalisation, de retour à des circuits locaux et courts. Quand je dis locaux, c'est nationaux ou continentaux, européens. Et donc, c'est le rétrécissement du monde. C'est la démondialisation vous parliez de qui politique. s'accélère. À plusieurs reprises, vous avez dit c'est un choix politique en parlant des accords de Marrakech. C'est un choix politique en parlant de cette souveraineté. Est-ce que le politique aujourd'hui a encore la main sur l'économie, en France en particulier ? En tout cas, il faudrait qu'il le reprenne. Pourtant, on avait dit qu'Emmanuel Macron serait justement celui qui arrivait. Non, mais je ne ferai pas de commentaire sur Monsieur Machin, Madame Bidule. Je vous dis que c'est l'objectif que les Américains ont fixé à leur président. Ils ont dit, vous allez reprendre la main sur la question migratoire, vous allez reprendre la main sur la question économique, et vous allez cesser d'être des libéraux. C'est ça qui s'est passé aux États-Unis. Techniquement parlant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement profond, puissant, qui a commencé, y compris, qui s'est poursuivi avec Biden. Parce que Biden a poursuivi la politique de Vous ne les opposez pas. Mais il a poursuivi sur le plan économique, et d'une certaine manière sur d'autres aspects aussi. Mais sur le plan économique, il a poursuivi la politique de Biden en utilisant les armes du protectionnisme. Il a super subventionné l'industrie américaine
Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'usines, de gigafactories qui sont partis en Europe pour s'implanter il y a quelques années, qui ont pris un ticket retour, qui ont fermé en Allemagne. La France n'est pas loin d'être menacée, et vont cesser les investissements en Europe pour retourner là-bas. Pourquoi aussi? Parce que le prix de l'énergie en Europe est 3 fois plus élevé pour les entreprises qu'en Asie et aux États-Unis. Et donc, le décrochage européen, aujourd'hui, les Européens vont demander la même chose que ce qu'ont demandé les Américains à leur candidat devenu président. Protégez-nous et protégez-nous contre la mondialisation. Mais je reviens à cette question de l'inflation. Si les Américains ont voté majoritairement pour Donald Trump, c'est aussi parce que le coût de la vie aux États-Unis est très élevé. Si vous mettez des droits de douane sur les biens que les Américains achètent, ça va aussi faire augmenter les prix. Il y aura une répercussion sur leur niveau de vie. Et ça, c'est une position dogmatique, monsieur, si vous me permettez, parce qu'elle doit être nuancée. En vérité, il y a eu des calculs qui ont été faits, des études qui ont été faites sur les conséquences de la première vague de remontée des prix liés aux taxes Trump. Et en fait, les Américains, d'une certaine manière, ont assez soutenu cette stratégie parce qu'en fait, l'impact était de moins de 100 euros par an. Et donc, les Américains ont dit, est-ce qu'on est prêt à payer 100 euros de plus pour avoir moins de produits chinois? C'est ça qu'ils ont dit. Mais ils ont dit oui. Vous voyez, c'est pas l'inflation, c'est horrible, le protectionnisme, c'est mal, et le reste, c'est bien. Non, c'est qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que ça nous coûte? Et je vais vous dire, on fait jamais, aucun pays n'a une politique purement protectionniste ou purement libre-échangiste. Tous les pays ont une part, j'allais dire, c'est mitigé, comme on dit, de mixité. Et en fait, il n'y a que l'Europe qui a organisé l'ouverture totale de ses frontières, parce qu'elle est dogmatiquement, c'est une sorte d'extrémisme de sa position, elle est dogmatiquement libre-échangiste. Donc la conséquence de ça, parce que c'est tenu par des technocrates et non pas des élus, c'est la Commission européenne. Et donc, en vérité, on continue, nous, à ouvrir nos frontières quand tous les autres vont les fermer. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand, dans 6 mois, le gouvernement, l'administration Trump va décréter des taxes, pas seulement sur les produits chinois, mais sur les produits européens? Est-ce que les Européens vont se laisser tabasser à coups de batte de baseball? Vous pensez que oui? Eh bien, il y a un petit risque. C'est pourquoi il faut se réveiller en Europe. Eh bien justement, concentrons-nous sur l'Europe et la France en particulier. Michelin et Auchan viennent d'annoncer des plans sociaux massifs accompagnés de fermetures d'usines pour l'un, d'hypermarchés pour l'autre. 3600 emplois sont menacés au total. Les plans sociaux semblent se multiplier. Alors, vous avez raison de parler de ces grandes entreprises qui sont en difficulté. Elles le sont pour une raison absolument, qui a déjà été annoncé par leurs dirigeants il y a plusieurs mois, peut-être même l'année dernière. Le patron de Michelin a déclaré l'année dernière, avec ce prix de l'électricité, nous on n'est plus compétitifs, on va être obligé de fermer des usines en Europe. Ils ont commencé en Allemagne, puis maintenant ils peuvent pas faire autrement que faire la France. C'est une entreprise française. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a laissé le marché européen fixer les niveaux de prix de l'électricité pour les entreprises. La conséquence, c'est que vous avez aujourd'hui une destruction d'actifs économiques massive dans l'économie française. Je voudrais d'ailleurs vous dire que le premier plan social, c'est pas celui-là. Ça, c'est un plan social. Il y a Vencorex, il y a Bosch et combien d'autres. C'est les petites entreprises qui, avec le PGE, qu'ils ne peuvent pas rembourser, et les factures d'électricité qu'ils n'ont pas pu digérer, sont toutes au tribunal de commerce. On est à des niveaux de faillite de TPE-PME qui sont supérieurs à la période de la grande récession 2008-2009, qui nous alerte. Mais enfin, on dit c'est normal, il n'y a eu que 20 000 destructions d'entreprises pendant l'après-Covid, donc c'est un ajustement. Non, c'est qu'en vérité, regardez, vous avez partout des entreprises qui sont rentables, mais qui ne peuvent pas rembourser le PGE. Je rappelle que le prêt garanti d'État qu'on a donné pendant le Covid devait être remboursé sur 5 ans. Je rappelle qu'aux États-Unis, on a fait les mêmes prêts, parce que il n'y avait pas d'autre solution, mais sur 30 ans. Mais sur 30 ans, il n'y a aucun problème. Mais sur 5 ans, elles vont au tapis. Alors que préconisez-vous? D'abord, par exemple, premièrement, j'ai 2 propositions politiques là, pour le coup à faire, vous m'en excuserez. C'est la politique économique. Les PGE, les étaler sur 10 ans, c'est une décision de Bercy. En mettant la contribution. Juste un peu, pourquoi vous en excusez-vous justement? On a l'impression que je n'ai pas allé sur le terrain politique. Mais parce que je suis un citoyen comme vous, monsieur, et que je n'ai pas plus d'autorité que vous à dire des choses. Simplement, je fais des propositions parce que je pense qu'il faut être toujours, j'allais dire, constructif pour son pays, comme on doit tous l'être d'ailleurs dans notre vie quotidienne. Alors, les prêts garantis d'État, les étaler sur 10 ans. Ça, c'est une bonne mesure. Elle n'est pas destructrice, puisque pour le bilan des banques,
qui ont quand même réalisé 54 milliards de profits, bah, ça, c'est une bonne mesure de solidarité pour l'économie réelle. C'est difficile à prendre comme mesure? Bah, ça suppose que quand on est ministre de l'économie, on est plus fort que les banques. Alors ça, il y en a qui l'ont été, hein. Il y en a qui ne le sont pas. Donc, on l'espère que celui-ci le fera. 2, la question du marché de l'électricité. On ne peut pas continuer avec des prix aussi élevés pour les entreprises. Donc, il faut faire le choix collectif de préserver nos outils de travail et de retrouver des niveaux d'électricité, donc d'énergie, compétitifs avec le reste du monde. Ça prend des années. Excusez-moi, avant la guerre en Ukraine, nous étions les moins chers d'Europe et un des moins chers au monde. Pourquoi? Parce qu'on avait octroyé, j'allais dire, les centrales nucléaires amorties à nos entreprises. Pour moi, le prix de l'électricité n'a rien à voir avec l'Europe. D'abord, c'est hors traité. Le traité européen, on exclut la question de l'énergie de leurs compétences. Donc, ça relève du Parlement national. C'est au Parlement de fixer les prix. Enfin, au gouvernement sous le contrôle du Parlement. Donc sortir du pacte européen de l'énergie. Bah, en tout cas, faire ce que l'Espagne et le Portugal ont réussi à obtenir, c'est-à-dire sortir du système de formation des prix de l'électricité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à vendre. Mais nous, on a nos intérêts. Et ce sont des intérêts vitaux qui relèvent de la sécurité économique de la nation. Aujourd'hui, Arnaud Montebourg, les États-Unis sont une grande puissance gazière. Nous achetons le gaz aux États-Unis plus cher que le marché. Et la part de gaz russe est devenue infime. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rééquilibrage dans le domaine qui est envisageable? Bah, on s'est mis dans la main des Américains dans cette affaire ukrainienne. C'est notre choix. Et géopolitique. Bah, les conséquences, c'est qu'on le paye. Les Américains nous vendent leur gaz plus cher. Ils ont réussi à établir un monopole, donc ils en profitent. C'est comme les GAFAM. Excusez-moi, on est une colonie numérique des États-Unis. Il faut quand même le dire. Donc aujourd'hui, quand vous vendez un produit sur Google, votre patron, c'est pas votre client, votre patron, c'est l'algorithme de Google. Vous faites bien, vous faites mal, il vous dresse un peu comme un chien savant. Mais c'est tout à fait inacceptable. On a laissé faire. L'Europe, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Y a-t-il un numéro de téléphone? Qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il un patron? J'ai un pilote dans cet avion fou? Vous voulez plus faire de politique, mais vous en faites un peu. Je donne mon point de vue, mais je ne suis pas dans la lutte politique, dans le pouvoir, etc. Je vous donne des analyses personnelles. Mais en théorie politique, qu'est-ce qui vous rattache aujourd'hui à la gauche, par exemple, Arnaud Montebourg? Bah, pas grand-chose, en fait. Pas grand-chose. Moi, je suis trop à gauche pour la droite, trop à droite pour la gauche. Donc, je ne suis nulle part. C'est pour ça que je suis un homme libre et que vous me permettrez de m'accepter vos débats politiques. Ça aurait pu être une force, justement. Ça aurait pu être une force sur laquelle vous auriez pu capitaliser. Écoutez, en tout cas, ça ne se pose pas. Merci. Est-ce que la vie d'entrepreneur est plus simple que celle de politique? Bah, elle est passionnante, surtout. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent à imaginer qu'une partie de leur vie pourrait être consacrée à construire une entreprise. Parce que l'entreprise, la politique, c'est destructeur, conflictuel. L'entreprise, c'est constructif et rassembleur. Tout le monde est d'accord pour faire quelque chose. S'ils ne sont pas d'accord, ils vont ailleurs. La politique, vous êtes toujours un gars qui dit non, boum, qui vous tape dessus. Donc on avance difficilement. Vous voyez, on avance sous la grenaille, sous la mitraille, vous américaniser. Tandis que l'entreprise, bah, c'est un outil de rassemblement contractuel. On avance et on construit. Et c'est beaucoup plus modeste, mais c'est très concret. Vous faites des deals, vous êtes en train de vous américaniser, vous êtes en train de vouloir faire de l'économie. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Bah, Mais vous êtes qui, monsieur? Vous vous américanisez. Je parle moins bien anglais que vous. Je parle très mal anglais. C'est pas vrai. Alors, je parle mieux anglais que vous, mais je ne me permettrai pas de dire à quelqu'un qu'il s'américanise. Non, mais j'ai lu le livre de Régis Debray. Pardonnez-moi. Vous me poussez, je vais répondre. Ouais. J'ai lu le livre de Régis Debray qui s'appelle Civilisation. Comment nous sommes devenus américains sans nous en rendre compte? C'est un énorme problème culturellement. Les Italiens, par exemple, ils ont beaucoup plus résisté par leur culture nationale, résisté à l'américanisation de leur mode de consommation, de distribution, et ils ont réussi à préserver leur balance commerciale et leur PIB industriel. Donc vous voyez, on peut le faire, hein, mais ne me parlez pas d'américaniser, parce que l'économie n'est pas américaine. L'économie, c'est la vie des sociétés depuis le néolithique. Arnaud Montebourg, l'affaire Alstom, c'est une affaire d'État. Quelle est votre lecture aujourd'hui de cette affaire-là? Ben, la même qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait pas vendre. François Hollande a vendu. Ça a été une fracture.
bien sûr, assez définitive d'ailleurs. François Hollande a vendu, Macron a continué à vendre, parce que on pouvait encore tenir après, et Macron, quelques années plus tard, s'est rendu compte de cette erreur, il a racheté. Donc c'est une bêtise stratégique. Quand vous vendez quelque chose, vous apercevez qu'il faut le racheter, c'est que vous avez fait une erreur. Mais ça serait bien que ces gens-là le reconnaissent quand même. Pourquoi l'État qui est si puissant en France n'arrive-t-il pas à développer une vision du protectionnisme intelligent qui soit pertinente, efficace, qui serve l'intérêt de la nation? Parce que nous sommes dirigés par des gens qui ont une culture libérale et qui ont appris dans les polycopiés à Sciences Po et à l'ENA, parce qu'on est dirigé par des gens comme ça, et qui répètent les leçons de leurs parents intellectuels, j'entends leurs maîtres. Donc ils n'ont pas construit la pensée des temps actuels. Ou la question de la nation, là, tout à l'heure vous parliez de la gauche a fait l'impasse sur la nation. Ben, elle est rattrapée par la patrouille. C'est impossible. La nation, d'ailleurs peut-être influencée par Mitterrand, qui avait dit le nationalisme c'est la guerre, le souverainisme c'est la survie, le patriotisme c'est l'amour des siens, comme disait Romain Gary. Donc quand on regarde finalement la filiation idéologique, la dérive dans laquelle c'est, moi j'ai à 18 ans j'étais militant socialiste jusqu'à très tard, jusqu'en 2016, vous voyez. Eh bien je connais les affiches de François Mitterrand et il m'a appris à aimer un être de chair et de sang qui s'appelait la France. Et puis un jour, pardonnez-moi, puis un jour, il nous a dit non, on va s'amouracher d'un objet froid et abstrait qui s'appelle l'Union européenne, qui est un concept.